Très bien, on va commencer. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à ce webinaire Environnement de travail hybride. Votre entreprise est-elle complètement sécurisée? Nous allons aborder la deuxième partie du webinaire. La première est en lieu en décembre de l'année dernière. Le webinaire est présenté par Medsys en association avec le Microsoft Experience Lab de Nantes. Je vais donner la parole à Audran Cochard. Oui, merci beaucoup Claire. Donc bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Audran Cochard et je suis responsable du Microsoft Experience Lab de Nantes et je pilote aussi à distance celui de Lyon. Hop. Donc je voulais effectivement très rapidement vous présenter finalement ce dispositif de Lab Microsoft dans lequel vous pourrez notamment retrouver la synergie entre Microsoft et ses partenaires, comme aujourd'hui avec Medsys, qui est finalement un des partenaires clés au sein de l'écosystème et qui donc saura vous accompagner sur les projets, notamment d'intégration autour de l'Active Directory ou sur des sujets Modern Workplace, entre autres. Donc les Microsoft Experience Lab, ce sont des lieux dédiés dans les principales métropoles et qui ont pour objectif d'accélérer et d'accompagner finalement le déploiement et l'adoption des nouvelles technologies à travers des conférences, des workshops, des meet-ups, des webinaires comme aujourd'hui, des démonstrations produits, mais aussi des rendez-vous clients dédiés afin de présenter finalement le champ des possibles grâce à nos solutions et grâce à nos partenaires comme aujourd'hui avec Medsys. Donc, le sujet du jour autour de l'Active Directory fait donc directement suite à la partie 1 dont a parlé Claire autour de la sécurité liée au nomadisme en entreprise. Le sujet, il est clairement clé et il fait partie intégrante de la stratégie numérique que doivent avoir les entreprises aujourd'hui. Et cette thématique et les autres portées par Microsoft et ses partenaires, eh bien, elles sont destinées et adaptées à tout type de structure, de la start-up aux grandes entreprises, en passant par les TPE, PME, ETI, les collectivités, écoles, j'en passe. Et toutes ces différentes structures, elles sont présentes sur tout notre territoire. C'est pourquoi Microsoft donc a lancé depuis un peu plus, depuis 2 ans maintenant, presque, l'ouverture des Microsoft Experience Lab avec un fort ancrage local. Et Medsys étant présent sur tout le territoire national, eh bien, vous pourrez les retrouver dans nos différents labs avec autour de webinaires, autour de rendez-vous clients. Depuis 1 an et demi maintenant, donc c'est 4 Experience Labs qui ont vu le jour à Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon pendant le confinement, donc forcément en ce moment c'est un peu plus compliqué. D'autres arriveront par la suite, notamment autour de Marseille et dans d'autres métropoles. Donc 2 actions principales, une première phase d'acculturation aux solutions existantes, et très souvent donc présentée par un duo Microsoft partenaire, et une deuxième partie plus business pour laquelle vous pouvez nous solliciter pour avancer sur un projet ou découvrir nos solutions. À ce titre, d'ailleurs, on va très prochainement vous proposer des sessions d'1 à 2 heures d'idéation individuelle pour vous, d'échanges et de présentations donc personnalisées afin de réfléchir ensemble aux différents enjeux actuels, que ce soit autour du télétravail, de la collaboration, de l'expérience client, du passage dans le cloud peut-être, ou de la gestion de données. Donc, pour retrouver toutes nos sessions et nous contacter, donc vous avez le site internet des labs, donc lab.microsoft.fr. Vous retrouverez d'ailleurs tous les prochains webinaires. À noter, et je fais un peu l'auto-promo, qu'on a un autre webinaire avec Medsys, mais cette fois les équipes de Lyon, la semaine prochaine, autour des outils clés pour connecter tous vos employés jusqu'à vos agents de terrain. Donc, c'est le 20 janvier à 11 h. Donc, vous retrouvez sur le site, bien sûr des labs. Et derrière, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail, donc mslab44@microsoft.com. Je vous remettrai l'info juste derrière. Je souhaitais aussi, alors je vais passer sur cette slide. Hop. Vous mentionnez aussi le fait qu'on accompagne aussi l'écosystème sur le plan humain. On a lancé finalement des initiatives d'école Microsoft dans une démarche sociale, solidaire, en collaboration avec notre écosystème de partenaires et d'organismes de formation, donc notamment Simplon, qui est notre formateur académique sur cette partie-là. Et on a des objectifs qui sont assez clairs. Le premier, c'est tout d'abord de répondre aux besoins qui sont déjà très tendus en compétences et aux nouveaux enjeux métiers dans les entreprises. Le deuxième objectif, il est d'ouvrir finalement l'accès à ces nouveaux métiers à des personnes non diplômées, éloignées potentiellement de l'emploi et à des publics qui sont en reconversion. Le troisième, c'est participer finalement à cette diversification des profils dans le secteur du numérique. Et puis notamment booster le nombre de femmes en tant qu'engagement dans l'écosystème qui est encore très masculine. Donc pour cela, on a lancé les écoles IA et les écoles Business Apps, tout d'abord dans un cursus donc de 20 mois, donc 14 ans d'entreprise,
Pourquoi pas la vôtre d'ailleurs si vous avez des sujets autour des métiers liés à l'IA ou aux applications métiers. On a aujourd'hui donc 23 écoles en France et on a annoncé l'ouverture de 2 nouvelles écoles sur le même modèle, mais orientées vers les métiers du cloud en général et l'intégration des solutions cloud sur la fin de l'année dernière. Et puis dernièrement, toujours sur cette thématique de l'IA, on a lancé les AI Business School avec un objectif un peu différent, puisqu'il est de faire comprendre aux entreprises et aux dirigeants les possibilités offertes par l'IA, et ce, à travers des parcours d'apprentissage qui sont gratuits en ligne autour de la stratégie IA, la culture sur le sujet IA, le déploiement de l'IA en entreprise, les applications directes et bien sûr la responsabilité qui en découle pour vous montrer que l'IA, ce n'est pas des robots qui font de l'automation, il y a plein d'autres choses qui peuvent être très accessibles pour des PME aussi. Donc voilà, ce sont les principales initiatives. Un dernier point sur le contexte actuel. Forcément, les précautions qui s'imposent nous ont amené à digitaliser toutes nos activités. On espère pouvoir vous revoir dans nos labs bientôt, mais j'ai bien l'impression que les annonces du jour potentiellement vont un peu nous calmer. Mais c'est pas grave, on continue en ligne et donc on espère vous compter nombreux dans les prochains mois avec nous sur nos différents webinaires et vous retrouver bientôt. Je vais vous laisser sur ces dernières infos, donc lab.microsoft.fr pour le site internet des labs, les 2 adresses mail pour le lab de Nantes et de Lyon, MSLab 31 bien sûr pour le lab de Toulouse. Et maintenant, je vais laisser la place aux spécialistes et je vais laisser la main à Laurent qui va vous parler de Medsys. Bonjour à tous, donc Laurent Deroche, je suis donc le responsable de l'agence de Nantes. Je vais vous faire une présentation succincte de Medsys. N'hésitez pas à me recontacter par la suite si vous avez la moindre question sur Medsys et sur la manière dont on pourrait vous accompagner. Vous trouverez mes coordonnées dans les fils de discussion. Donc merci à vous d'être là aujourd'hui. Donc Medsys, comme le disait Audran tout à l'heure, fait partie de l'écosystème Pure Player Microsoft. La société a été créée en 2011 par Laurent Cayat et était une société à l'origine parisienne. Et aujourd'hui, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français. Donc, pour aller rapidement, donc Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg, Lille, donc Paris, Bordeaux, Toulouse, Tours, où nous avons un SOC. Et donc moi, je suis responsable de l'agence de Nantes qui est intégrée en fait dans la structure Medsys Grand Ouest, qui est dirigée par Yannick Havet. Donc nous avons 2 agences, une agence à Rennes et une agence à Nantes, pour un total de 40 collaborateurs, donc administrateurs, ingénieurs, consultants et architectes. Donc aujourd'hui, en tant que Pure Player Microsoft, nous adressons l'ensemble en fait des technologies qui sont proposées par Microsoft. Tout à l'heure, Audran parlait du Modern Workplace, mais pas que. Le Modern Workplace, la cybersécurité, toute la partie data BI. Donc nous sommes vraiment toute la partie collaborative à travers des outils comme Teams et tous les outils qui sont inclus dans la suite O365 fournie par Microsoft. Donc aujourd'hui nous sommes sur l'ensemble de ce périmètre et nous sommes capables de vous accompagner donc sur les phases d'avant-vente, sur les phases de design, de réalisation et de maintien en condition opérationnelle de vos infrastructures. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes très visibles côté, comme le disait Audran tout à l'heure, sur la partie Microsoft. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs MVP chez nous sur différents axes. Nous avons également deux regional directors qui nous ont rejoints. Donc nous sommes très intégrés donc dans l'écosystème Microsoft et nous réalisons donc tout l'ensemble nous réalisons nos projets sur l'ensemble du territoire français. Donc nous sommes Pure Player Microsoft, mais nous avons également établi un certain nombre de partenariats avec les éditeurs que vous pouvez retrouver sur cette slide. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter pour tout projet que vous pourriez avoir sur l'ensemble des sujets qui sont traités aujourd'hui, par Microsoft. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter moi et je me ferai un devoir de vous répondre dans les meilleurs délais. Donc je vous souhaite une très bonne session avec Franck et je vous dis à bientôt. Alors bonjour à tous, donc alors moi je m'appelle Franck Fouché, je travaille pour Medsys depuis presque 4 ans. Je suis donc lead consultant sur la partie infrastructure service.
Donc je suis à la fois manager mais aussi consultant, donc j'interviens pour toute société. Et donc j'interviens dans les domaines suivants, donc tout ce qui est infrastructure serveur, je travaille de plus en plus forcément sur Azure. La partie Azure AD aussi, bien évidemment. Je fais de la virtualisation et forcément je travaille sur la partie Active Directory et sur le sujet du moment, à savoir la sécurité Active Directory, sur le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, donc beaucoup d'expertise sur l'Active Directory, ça c'est sûr. Voilà, j'ai mis une petite ligne en dessous aussi parce que je suis assez passionné aussi de DevOps, parce que alors je passe beaucoup de temps chez les clients avec toutes les briques qu'on a pu voir au-dessus, mais j'ai vraiment une passion qui reste côté perso et de plus en plus aussi professionnel quand même, puisque du coup c'est des sujets que l'on évoque de plus en plus chez Metis, donc toute la partie DevOps, donc tout ce qui est Azure DevOps, tout ce qui est Terraform et toutes les briques que l'on voit aussi, Packer, Ansible, Kubernetes et Docker, donc voilà, c'est un peu les sujets à la mode en ce moment, sachant que la partie Ansible, j'utilise énormément et j'utilise même sur des projets Active Directory de sécurité Active Directory. Donc en fait, c'est un peu la partie Ansible qui m'a fait découvrir les autres briques, et voilà, donc je me suis permis de rajouter un lien sur mon compte Twitter. Si vous avez besoin d'échanger sur des sujets, hein, que ce soit professionnel aussi, alors professionnel serait plus Metis bien évidemment, mais si vous avez des demandes sur des meet-up pour le Microsoft Lab ou des choses qui vous intéressent, aussi sur la sécurité, hein, bien sûr, hein, sur différents sujets, moi je suis assez preneur, étant très passionné, etc. Donc voilà, ça m'intéresse d'échanger avec vous en tout cas sur ces différents sujets. Voilà, donc on va passer à l'agenda. Donc, comme évoqué tout à l'heure, donc aujourd'hui on va parler de sécurité Active Directory, parce que le premier lab concernait le nomade, donc le fait que les utilisateurs déjà, et de plus en plus avec la crise que l'on subit aujourd'hui, la crise sanitaire, de plus en plus, donc on est amené à travailler à distance. Donc, de plus en plus, on ouvre notre Active Directory en mode plus hybride vers les data centers, etc. Donc, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a de la sécurité apportée sur notre annuaire, en fait, qui est le cœur de notre informatique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler, donc là, on aura l'introduction, l'actualité de Active Directory, puisqu'on voit bien que je pense que tout le monde est un peu au courant qu'il y a énormément d'attaques sur cette partie, des grosses sociétés, etc. Les constats. Donc les constats, en fait, c'est un retour d'expérience aussi, de ce que moi je peux entendre, de ce que je peux voir. Voilà. Ensuite, on verra les mesures, donc les mesures de sécurité Active Directory. Alors, les mesures basiques, déjà, des choses que les clients peuvent faire eux-mêmes assez facilement, en fait, donc, via des outils, etc. Alors, les mesures de sécurité aussi qui peuvent être plus compliquées que l'on peut mettre en place. Donc, ça, on verra aussi, avec les prérequis Microsoft, etc. On verra les outils complémentaires, gratuits, payants, qui peuvent nous aider à améliorer facilement, sans perdre de temps, notre sécurité interne. Ensuite, on verra un sujet qui est pour moi très très important, et tout ce qui va concerner la partie sauvegarde et PRA, donc la partie gestion de crise, etc. Aujourd'hui, comment on fait pour gérer si demain on est attaqué, etc. Et quels outils on doit mettre en place, et voilà, pour se sécuriser un maximum, pour éviter que les hackers puissent supprimer en fait notre Active Directory, nos sauvegardes, etc., nos serveurs, tout ça, etc. Voilà. Et à la fin, il y aura donc des questions-réponses. On pourra revenir sur les différents slides, puisque les questions-réponses sont à la fin. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, et on reviendra sur les différents slides si vous aviez des questions sur les différents sujets. Voilà. On va passer à la suite. Donc voilà. Donc l'introduction. Alors j'ai indiqué dès le départ, en fait, effectivement, que l'Active Directory fait de la résistance. C'est très important, en fait, de ne pas l'oublier. Il reste une brique essentielle dans votre organisation. L'Active Directory, ce sera certainement la dernière brique qui partira, donc, puisque c'est toute la gestion des identités pour vos applications, pour votre messagerie, pour ce que vous voulez, pour les identités hybrides, etc. Donc il faut vraiment pas l'oublier, puisque du coup c'est là-dessus que se centralisent les hackers pour pouvoir bien casser, briser votre infrastructure et vous empêcher de continuer à travailler.
Et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est à la mode côté hacker. Et l'idée, donc du coup, c'est de vous donner un peu mon retour d'expérience et d'évoquer un peu les questions que j'entends, enfin les questions, en tout cas les retours des clients sur cette partie-là. Donc, par exemple, ce qui revient souvent, en fait, c'est que on voit. Alors, j'ai mis un petit lien YouTube en bas, en fait, parce que du coup, on avait fait un meet-up précédemment avec la société Alcide, avec Sylvain Cortez, qui est VP Microsoft et qui travaille pour Alcide, et qui fait des scénarios d'attaque, etc. Donc ça, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, l'idée, en fait, c'était de montrer des scénarios complexes d'attaque, etc., pour pouvoir rentrer dans le système. Sauf que ce que j'explique aux clients, en fait, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas forcément besoin d'avoir d'attaques complexes pour rentrer dans les infrastructures Active Directory, parce que les sécurités de base ne sont ne sont pas tout le temps appliquées. Je veux dire jamais, parce qu'il y a quand même certains clients qui quand même font un super boulot. Mais voilà, en fait, donc du coup, toutes les bases ne sont pas positionnées. On le verra tout à l'heure dans les constats. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent. Il faut être conscient que ce que je vais expliquer aujourd'hui, ça ne s'applique pas que pour Active Directory. C'est-à-dire que c'est un peu de la gouvernance et c'est quelque chose qu'il faudra penser pour les futures briques dans votre transformation numérique. La partie, là où je parle par exemple de l'Azure AD, etc., la gestion des comptes dans Azure AD, les airbags, etc., la gestion de vos serveurs Azure, enfin peu importe, en fait, du coup, ce qui s'applique là, s'applique pour bien d'autres briques. Donc voilà, donc là je parle d'Active Directory parce que c'est le sujet du moment, mais il faut bien penser que demain, même s'il n'y a plus de plaques Active Directory, ce sera la même chose pour les nouvelles plaques cloud ou autres système. Voilà. Alors là, c'est un peu, donc, dans cette introduction, c'est un peu les questions aussi que j'entends aussi certaines fois sur mes interventions. Par exemple, on entend souvent donc, que la sécurité AD, c'est pas la priorité du moment, que le business est le plus important. Mais il faut quand même comprendre que l'informatique aujourd'hui, c'est quelque chose que les DSI ou les gens un peu plus hauts doivent mettre au cœur de leur business, parce que sans informatique, sans sécurité, il n'y a plus de business. Donc c'est quelque chose qui a du mal encore à rentrer dans les mœurs, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer, parce que c'est compliqué, même pour l'équipe informatique, on le verra tout à l'heure, mais quand rien ne fonctionne, il y a des personnes qui viennent taper à votre porte pour dire quand est-ce que ça va partir. Donc finalement, sur le moment, on dit que c'est pas la priorité, mais quand le problème est là, on se rend compte que ça tape à la porte et qu'il va falloir rapidement réparer l'infrastructure. Voilà. Donc voilà, c'est une question qui revient souvent. La question du PRA, on en parlera en fin de session. La PRA sauvegarde, donc j'entends souvent que vous avez dit PRA, vous avez dit sauvegarde, mais pourquoi ça sert à rien, ou j'ai déjà entendu ça aussi, que de toute façon si on est chiffré, si on est attaqué, qu'il faudra repartir de zéro, etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Donc du coup, c'est des points sur lesquels j'aime bien insister. Et il faut aussi être conscient, même pour les sociétés qui travaillent bien sur ces sujets-là, il faut vraiment être conscient qu'actuellement, n'importe qui peut être attaqué et qu'il faut pouvoir justement préparer, on va dire, la riposte ou en tout cas la gestion de crise, parce que on a beau mettre toutes les sécurités en place et effectivement, de temps en temps, ça passe quand même. Donc du coup, il faut bien préparer tout ça. Voilà. Alors ça, c'est un stade que j'aime bien présenter aux gens. Donc là, c'est l'actualité actuelle en fait. Alors du coup, ça tout est public. Il n'y a pas de voilà, c'est des choses qu'on a pu voir sur ZNet ou des articles qu'on peut voir sur n'importe quel journaux. Donc là, c'était un peu l'histoire d'Altran en fait, où ça a été retentissant, où ils ont subi une attaque de grande ampleur. Et donc le PDG d'Altran a communiqué sur beaucoup d'éléments, en fait, à savoir comment ça s'est passé, comment ils ont géré la crise. Donc voilà, ils se sont fait attaquer. En fait, les attaquants étaient déjà présents depuis un moment, sauf qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas vu que les hackers étaient déjà rentrés dans leur système. Donc ça, c'est un point qui est important aussi, on en reparlera. Mais
Donc du coup, quand on les voit pas, les attaquants, ils s'installent tranquillement, ils se posent et puis ils font leurs petites manipulations discrètement, etc., sans que personne s'aperçoive de quoi que ce soit. Donc on se rend compte que le PDG communique sur le fait qu'il a fallu rapidement créer des groupes WhatsApp, qu'il a fallu communiquer avec 50 000 personnes, etc. Et ce qu'il dit, ce qui est intéressant en fait, c'est le premier objectif pour la société est de remettre ce système en route et reconstruire l'Active Directory de la société en s'assurant que les sauvegardes sont saines et celles-ci ne contiennent pas de portées dérobées qui permettaient à l'attaquant de revenir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra donc sur la partie PRA sauvegarde. Et effectivement, la plupart du temps, les clients ne testent pas leur sauvegarde et se rendent compte qu'elles n'ont jamais vraiment fonctionné ou alors pour le coup, elles ont été chiffrées, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'est pas forcément capable de remonter l'Active Directory et de remonter l'intégralité des serveurs derrière. Voilà. Donc ce qu'il en ressort aussi, donc ce qui est très important, c'est on peut se faire attaquer, mais il faut savoir le détecter. Et ça, c'est important. Il faut savoir détecter rapidement les intrusions. Et ça, c'est via les outils payants ou gratuits, etc. Mais il faut pouvoir mettre en place ce genre de choses pour pouvoir faire face à ces personnes malveillantes. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est public, hein, mais vous voyez qu'il y a des grosses sociétés qui ont été impactées, qui ont eu une perte de productivité, etc. etc. Donc là, je pense que tout le monde est un peu au courant de ces sujets, puisque c'est souvent rendu public. Donc voilà, ça fait un peu peur, donc voilà, il faut se préparer à ça. Donc là, on va parler des constats. Alors les constats, alors ça c'était un peu un slide, je crois, qui avait été évoqué par mon collègue sur la partie nomade. Ça datait, alors les infos dataient un peu de 2018-2019, mais c'était assez hallucinant. Les organisations ne font plus confiance dans leur capacité à détecter et prévenir le vol de données. 88% des organisations ont perdu le contrôle de leurs données. Le vol de la propriété intellectuelle a augmenté, le vol de données a augmenté de 56%. Violation accidentelle ou malveillante due à l'absence de contrôle interne, 91% des infractions ou failles auraient pu être évitées. Voilà, donc c'est un constat général qui est fait là-dessus. Donc, voilà. Donc là, les constats que nous, chez Med6, on a tendance à voir chez les clients et qui génèrent justement ces failles de sécurité sur l'Active Directory, c'est tout d'abord les migrations. Il y a beaucoup de sociétés qui retardent leur migration parce qu'ils n'ont pas le temps, ou alors qui commencent les migrations. Alors je prends l'exemple, si je prends un exemple d'une migration 2008 vers des systèmes supérieurs, ou qui ne peuvent pas totalement migrer complètement leurs environnements Active Directory, ça fait des environnements qui sont complètement hétérogènes et qui vont devoir être patchés, qui sont plus supportés par Microsoft, etc. Et tout ça, ça peut rester en plan pendant des mois et des mois et des mois, et du coup, c'est une porte intéressante pour les hackers. Donc ça, c'est un constat que l'on voit énormément. On voit énormément de comptes de service qui vont être domaine admin, donc avec des privilèges très très forts sur des comptes de service, donc c'est très très dangereux, donc ça arrive souvent. On peut le voir sur des copieurs, on peut le voir sur des sauvegardes, etc. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent. On peut voir également les DC, donc les contrôleurs de domaine qui ne sont jamais patchés. Donc Microsoft communique énormément là-dessus sur des failles de sécurité de plus en plus. Et les attaques qu'on a pu voir dans les grandes sociétés sont passées par ce genre de failles. Donc surtout, voilà, il faut vraiment patcher vos contrôleurs de domaine. Les contrôleurs de domaine, ce qu'on a vu juste avant, ce que j'expliquais, ne sont pas sauvegardés. Il n'y a pas de stratégie de PRA. Donc quand on est attaqué, c'est là que tout le monde s'affole. Donc voilà, pas de stratégie de PRA. Alors ça c'est pareil, c'est beaucoup trop souvent, on retrouve trop de comptes à fort privilège. Il y a beaucoup de personnes qui sont domaine admin par exemple. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont parties, qui ont toujours ces privilèges-là. Donc l'idée en fait c'est que si vous n'avez pas besoin d'utiliser des comptes domaine admin, si c'est jamais utilisé, aucun intérêt d'avoir des comptes domaine admin. Il suffit. Donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes de délégation des comptes, les délégations sont pas faites, etc. Donc la simplicité des gens, c'est de dire
je mets les forts privilèges, au moins j'ai tous les droits et je suis tranquille, mais sauf que c'est aussi une porte dérobée pour les hackers. Alors ça, on retrouve ça énormément. Alors ça, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais on voit qu'il y a... Alors c'était l'endroit, c'est tous les protocoles au niveau Active Directory qui sont pas forcément désactivés. Donc il y a plein de protocoles qui sont jamais désactivés, les TLS 1.1, 1.0, etc., les SSL, etc. Tout ça, c'est toujours en place. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Pas vraiment de politique de mot de passe aussi. Constat qui est souvent, donc les mots de passe sont pas forcément changés, etc. C'est toujours les mêmes mots de passe depuis des années, etc. Il y a des gens qui ont des mots de passe qui sont déjà sur le darknet et les informaticiens internes ne le savent même pas. Donc ça arrive souvent. Alors trop de systèmes hétérogènes, effectivement. Les migrations pas terminées, que ce soit poste de travail, que ce soit serveur, etc. Il y a X systèmes d'exploitation différents. Donc c'est ce qu'on revient souvent. Les décès qui sont pas supervisés, où on pourrait avoir des alertes sur justement sur des problèmes de patch, de failles, etc. Donc ça, c'est souvent le cas aussi. Il y a trop souvent de personnes qui se connectent sur les contrôleurs de domaine en RDP. Il n'y a pas besoin, en fait. Il n'y a rien ne justifie le fait de se connecter sur un contrôleur de domaine. Vous avez des outils RSAT, vous avez des serveurs d'administration que vous devez sécuriser, etc. Donc l'idée, c'est de jamais se connecter sur un contrôleur de domaine. Ça n'a aucun sens. Donc là, effectivement aussi, pas d'outils de détection d'attaque. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, ça reste quand même toujours intéressant de voir s'il y a des gens qui essayent de faire des attaques de force brute, de mot de passe, etc. Donc voilà. Et ce qui ressort généralement aussi, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps. Et ça, c'est vrai. Et ça, je suis d'accord, c'est pour ça que je suis pas là pour juger, pour dire c'est pas bien, etc. Mais le constat, il est là, c'est que les gens dans les sociétés, ils sont complètement débordés parce qu'ils ont des acquisitions et qu'il faut aller vite, parce que le business prime, parce qu'il faut intégrer les sociétés, etc., etc. On leur demande beaucoup plus, de plus en plus, et c'est vrai que tout ça, c'est en priorité avant la sécurité, et c'est dommage. Voilà. Donc les constats toujours, donc l'impact général. Ce qu'on retrouve, comme on est de plus en plus dans un mode hybride, nos identités sont en danger parce que du coup elles sont exposées à l'extérieur. Donc ça c'est vraiment dangereux. Forcément, on va avoir une perte de productivité, une perte d'argent. Ça c'est clair et net. Même si souvent les gens disent oh non, on n'a pas de budget pour la sécurité, ça coûtera forcément plus cher de mettre un budget que si dans la sécurité, que si on a un problème un jour, etc. Pour moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis en plus, ça amène des tensions, ça amène du stress pour les équipes, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que le jour où il y a un gros souci, où toute l'informatique est paralysée, il y a des gens qui viennent taper à votre porte et que vous n'avez jamais vu de votre vie et qui vont vous demander de rendre des comptes, etc. Voilà. Donc et donc du coup, forcément, ça amène une perte de confiance dans la sécurité. On n'a plus confiance dans la sécurité. Alors, on va commencer par les mesures de sécurité. On va dire les mesures de sécurité basiques, les choses que les clients peuvent mettre en place assez facilement. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Des fois, j'accompagne juste les clients sur des workshops. On va dire sur un workshop d'une journée, où je leur présente ce qu'eux peuvent faire facilement, rapidement, en utilisant des outils faciles qui vont leur permettre de se dire moi je vais me bloquer une journée et puis je vais faire toutes les petites quick wins, comme on appelle ça, pour enlever les comptes qui sont toujours actifs, les protocoles qu'on pourrait désactiver, peut-être changer en tout cas certaines sécurités qui pour moi sont vraiment basiques et qui peuvent être rapidement mis en place. Donc nous on fait des workshops, on accompagne et on explique, et du coup les gens appliquent nos recommandations assez rapidement. Donc c'est assez pertinent en fait de faire ça. Donc du coup j'expliquais donc qu'il convient de mettre en œuvre des contre-mesures basiques mais efficaces afin d'assurer un minimum de sécurité dans votre infrastructure.
Donc les règles basiques pour moi c'est simple, hein, c'est chiffrer les disques durs des contrôleurs de domaine, ça c'est basique, et c'est la même chose pour les postes de travail. C'est facile à mettre en place. Donc ça c'est l'idée, c'est de se mettre vraiment dans la place du hacker et de se dire que lui il va commencer par toutes ces briques là. Il va commencer par voir est-ce que c'est chiffré, est-ce que j'ai accès, etc. Est-ce que je peux récupérer des disques, je peux les monter, etc. Voilà ce que j'expliquais juste avant. Donc installer des contrôleurs de domaine core avec des versions Microsoft 2016-2019 serveur, donc les dernières versions, parce qu'encore une fois de plus, ce que j'expliquais tout à l'heure, je vois pas l'intérêt de se connecter sur un contrôleur domaine, donc à la limite la partie core c'est sans interface graphique, donc du coup ça donne moins envie de se connecter sur ces serveurs-là, et ça aussi limite énormément la surface d'attaque, puisque nous n'avons pas d'interface graphique. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Après, tout le monde ne maîtrise pas non plus la partie PowerShell sur les serveurs core, donc ça demande un peu de maîtrise là-dessus. Donc sécuriser l'accès au contrôleur de domaine, donc les serveurs physiques, les serveurs virtuels dédiés aux administrateurs Active Directory. Activer les fonctions UEFI au lieu et place du BIOS, voilà, donc la partie Secure Boot. Donc c'est pareil, c'est des choses simples. La mise en place des baselines Microsoft, donc là c'est peut-être un peu plus compliqué effectivement. Les gPowerdening, la désactivation des ciphers, le NTLM à désactiver, etc. Donc ça c'est des choses qu'effectivement, si vous n'avez pas d'environnement de recettes, etc., il faut faire attention, c'est impactant, donc effectivement c'est peut-être pas dans les basiques. Ça demande un peu plus de travail, mais il faut le savoir parce que Microsoft met en place propose des baselines qu'il faut utiliser pour pouvoir justement sécuriser votre Active Directory. Donc ça passe par la supervision de vos contrôleurs de domaine, donc ça pour moi c'est obligatoire. Ça passe par des outils de détection d'attaque Active Directory. Alors moi nous on a un exemple parce qu'on est partenaire avec Alcide, donc ce genre de produits qui font leurs preuves. C'est aussi la mise en place d'un PRA, donc ça on en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est très important. La mise en place de sauvegardes chiffrées, ça devient de plus en plus important, puisque ce qui se passe c'est que les hackers ils essayent forcément de chiffrer l'ensemble de vos annuaires, de vos serveurs, mais aussi de remonter le plus haut possible et d'aller jusqu'à vos sauvegardes pour les chiffrer, pour que vous puissiez ne pas pouvoir restaurer votre Active Directory et payer la rançon. Renforcer la délégation des annuaires, donc ça c'est important aussi, hein, parce que du coup ce que j'expliquais c'est qu'il y a trop d'utilisateurs en fait qui ont des privilèges assez hauts comme le groupe Domain Admin. Donc voilà, il y a des outils comme Active Role et One Identity que nous on utilise pour mettre en place les délégations sur les annuaires. Alors après ça va un peu plus loin, mais effectivement la mise en place de stations d'administration dédiées avec des tokens d'accès, faire de la double authentification, des choses comme ça. Alors voilà, un truc qui est simple à mettre en place que Microsoft propose, c'est la mise en place de LAPS pour la gestion des comptes administrateurs locaux. Ça c'est récurrent, il y a beaucoup d'infrastructures qui n'utilisent pas LAPS pour la sécurité des comptes locaux. Donc ça c'est la brique qui doit être positionnée très rapidement sur vos infrastructures. Alors le fait de changer les admin shares, voilà, parce que du coup les shares sont par défaut sur des $, donc ça c'est des petites choses qui peuvent aussi être intéressantes à mettre en place. Uniformiser les GPO sur l'ensemble des contrôleurs de domaine. Effectivement, il y a trop de GPO, voilà, c'est pas très clair et ça amène aussi un peu ça manque de sécurité là-dessus aussi. Utiliser les comptes de service GMSA. Alors ça c'est pareil. Ce que j'expliquais, c'est que donc il y a beaucoup de comptes de service qui sont implémentés, mais avec donc des droits forts, etc., avec des mots de passe qui sont jamais changés. Donc Microsoft, il fait longtemps, avait mis en place les comptes de service qu'on appelait MSA, et aujourd'hui c'est du GMSA, qui est intéressant de mettre en place, alors surtout pour les briques ADFS, 2IS, SQL, parce que malheureusement c'est pas utilisé pour tout service Microsoft, mais on peut les utiliser pour des tâches planifiées aussi, donc il y a quand même pas mal de briques utilisées aujourd'hui dans l'écosystème sur lequel on peut utiliser ces comptes-là et qui sont beaucoup plus sécurisés pour votre infrastructure. Et une action qui est très importante, c'est documenter les actions. C'est-à-dire que tout ce qui est fait
plus haut doit absolument être documenté. C'est très très important. Parce que personne n'est indispensable déjà dans une société, n'importe qui peut mettre en place des choses et partir, et ça nuit aussi à la productivité et à la sécurité de votre entreprise, donc il est très important que tout soit documenté, que toutes les actions soient documentées pour suivre les évolutions et puis pour pouvoir reprendre si la personne n'est plus là, etc. Voilà, donc ça c'est un point assez important. Donc là dans les mesures de sécurité, il y a quelque chose qui est un peu moins basique effectivement, que Microsoft et l'ANSSI recommandaient de mettre en place. Donc ça, on le voit aussi partout sur Internet, en tout cas sur les docs Microsoft. Donc c'est le tiers modèle. Donc le principe, c'était d'avoir 3 zones. Donc une zone qui s'appelait tiers 0 et qui est donc la zone jaune et qui est une forêt d'administration et qui est une forêt qui va administrer la forêt du dessous, qui est la forêt tiers 1, qui est une forêt qui gère l'ensemble de vos serveurs, donc tout ce qui va être serveur SQL, Exchange, etc. Et ensuite administrer la 3e forêt, là, donc le tiers 2, qui est toute la gestion des comptes utilisateurs et des stations, etc. Donc ça, en fait, on ne peut pas rentrer trop dans les détails parce que c'est assez complexe à mettre en place. Et pour ça, du coup, Microsoft, dernièrement, en fin d'année, a annoncé que cette solution était retirée, en fait. Donc pour les recommandations, même si c'est toujours le cas, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont mis en place ce design, c'est toujours d'actualité. Microsoft ne dit pas c'est pas bien, etc. Sauf que Microsoft a constaté que cette infrastructure était lourde à mettre en place, ça prend du temps, effectivement. Alors moi, je connais très bien, j'ai mis ça en place, ça peut prendre des années. Ça demande énormément de compétences techniques, ce qui n'était peut-être pas le cas avant sur la gestion d'Active Directory. Ça demande un maintien opérationnel assez important, et dans le temps, c'est très lourd, c'est très coûteux aussi. En termes de charge de travail, en termes de coûts, de licence, de plaques. Dans ce modèle-là, en fait, il faut vraiment utiliser toutes les plaques de sécurité Active Directory, tout ce qui va être AppLocker, HostGuardian, Credential Guard, toutes ces plaques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Donc là, on va vraiment rentrer dans toutes ces notions très très sécurisées et qui demandent beaucoup de compétences. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même supporté par Microsoft, mais que Microsoft ne conseille plus. Voilà, en fait. Et du coup, Microsoft recommande en fait ce modèle-là, donc c'est-à-dire le fait de directement sécuriser votre infrastructure via les outils d'Azure. Donc ils appellent ça le RAMP. Alors moi, pour l'instant, c'est tout nouveau, hein, parce que du coup, c'est des recommandations qui sont arrivées en fin d'année. Donc moi, pour ma part, je travaille un peu sur le sujet, j'essaie de voir un peu tout ça. Donc pour l'instant, c'est pas en place, hein, dans les entreprises, mais effectivement, ça va demander moins d'infrastructures internes, puisque globalement, le principe de ce modèle est de sécuriter votre infrastructure Active Directory via les plaques de sécurité Azure AD. Donc c'est-à-dire, ça va être l'utilisation des accès conditionnels, l'utilisateur de toute la partie sécurité d'Azure, la partie Azure AD Identity Protection, faire du Intune aussi, hein, pour gérer vos postes de travail sécurisés, utiliser le MFA, utiliser les plaques Windows, Microsoft Defender, etc. pour sécuriser à distance et plus rapidement votre infrastructure sans partir sur l'achat de serveurs internes, etc. Alors ça reste intéressant parce que aujourd'hui notre transformation numérique, elle passe par le fait du cloud vers Azure, etc. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il faudra vraiment étudier de près et pour pouvoir sécuriser rapidement votre infrastructure Active Directory. Alors, donc ce que je dis souvent en fait, c'est que quand je travaille avec les clients, il y a des clients, on l'a vu, l'infrastructure, des infrastructures à mettre en place qui sont très coûteuses, etc. Et tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans des outils payants ou dans des licences, etc. forcément, pour pouvoir mettre en place, pour sécuriser, parce qu'ils n'ont pas les équipes aussi, parce qu'ils n'ont pas le budget. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des outils qui sont totalement gratuits, que l'on peut utiliser au quotidien pour pouvoir en tout cas déjà améliorer rapidement votre infrastructure Active Directory.
on a les scripts PowerShell. Aujourd'hui, sur les techniques de Microsoft, il y a beaucoup de scripts PowerShell qui sont déposés par des gens certifiés ou des gens MVP ou des choses qui fonctionnent très bien, qui vous permettent en tout cas au quotidien de générer au moins des rapports sur l'état de santé de votre Active Directory, sur les comptes qui sont activés mais qui auraient dû être désactivés. Voilà, il y a la possibilité de faire énormément de choses avec PowerShell. Ou en tout cas, nous, par exemple, on peut vous accompagner en tout cas sur ce genre de choses pour pouvoir d'avoir un espèce de contrôle permanent, envoyer des rapports tous les jours pour dire attention, vous n'avez pas désactivé tel compte ou ce compte-là, il est toujours activé depuis X temps, ou alors ce compte, quelqu'un a ajouté ce compte dans le groupe domaine admin, etc., etc. Voilà. Donc PowerShell c'est gratuit, on peut faire énormément de choses, il y a énormément de documentation aussi sur le net pour pouvoir en tout cas de faire certaines choses. Après, il y a deux outils qui sont gratuits, donc là on va en revenir juste après, donc l'outil Pingcastle qui est en partie gratuit, et l'outil Bloodhound qui est aussi un outil gratuit, donc ça on y reviendra juste après. Et on a aussi, donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc la partie, pour exemple, la partie Alcide, qui est un produit partenaire pour Metis, et qui permet aussi justement de superviser, de collecter les informations et de résoudre en tout cas les points négatifs que l'on peut trouver sur votre infrastructure. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, après c'est un outil qui est quand même très répandu. Donc Pingcastle, c'est un outil qui est conçu pour évaluer rapidement le niveau de sécurité de l'Active Directory avec une méthodologie basée sur l'évaluation des risques. Donc en fait, à droite, on voit qu'il y a un risque modèle avec différents scores et différents objets qui concernent donc les objets, les comptes à privilèges, les trusts entre les différentes forêts, les anomalies, etc. Donc c'est un outil qui est facile à lire, c'est facile à installer, donc il n'y a pas besoin de setup, c'est un simple binaire qui s'exécute depuis un serveur ou un poste à connecter, donc qui est connecté à l'AD en fait, et tout de suite, donc du coup, vous pouvez interroger l'Active Directory et voir via un format HTML analyser les solutions et les recommandations pour pouvoir remédier aux différentes failles que vous pouvez trouver. En fait. Donc c'est très simple, c'est facile d'utilisation. Encore une fois de plus, moi j'ai présenté ça à un client qui a vu tout de suite et tout de suite il a pu en fait mettre en place les petites cookies pour sécuriser rapidement des comptes qui étaient toujours actifs, des patchs non passés sur certains serveurs, contrôleurs de domaine, etc. Donc voilà, donc là ça fonctionne avec des scores. C'est vraiment simple, et l'objectif c'est d'améliorer vos scores forcément et de pas se retrouver dans le rouge. Tous les jours en fait vous mettez en place une petite routine en disant voilà, j'ai fait des améliorations, je relance le produit, est-ce que mon score s'améliore, etc. Ah non, j'ai pas amélioré cette partie là, donc il faut que je l'améliore, etc., etc. Donc par exemple on se dit toutes les semaines on se fait un petit Pingcastle et on améliore notre sécurité Active Directory. Voilà. Donc ça, c'est des trucs tout bêtes, et déjà, ça améliore déjà beaucoup de choses. Donc là, par exemple, voilà, il y a plusieurs exemples. Par exemple, sur les comptes, à privilèges, on peut voir que le groupe schéma admin, par exemple, il n'est pas vide. Il y a un compte qui est présent dans le compte. Donc ça, c'est une faille de sécurité. La corbe Active Directory n'est pas activée. Sur la droite, on peut voir d'autres anomalies, par exemple le fait de trouver des mots de passe dans des GPO, ça arrive aussi, on le voit. Le compte KRBTGT, par exemple le compte Kerberos qui n'a pas été réinitialisé depuis X jours. Le nombre de comptes s'il y avait d'autres, voilà, un truc important, les sauvegardes qui n'ont pas été faites depuis X jours. Et l'APS qui n'est pas installée, on en parlait tout à l'heure. Voilà, donc du coup c'est très clair, etc. Et en plus, l'outil est tellement bien fait qu'il vous donne les liens aussi pour pouvoir mettre en œuvre les choses en fait. Donc voilà, vous avez des informations sur votre domaine, de savoir si les systèmes d'exploitation, les noms, etc. Donc déjà, si vous lancez ça, ça vous permet tout de suite de savoir ce qui ne va pas dans votre infrastructure. Un autre outil, alors
donc ça c'est beaucoup utilisé aussi par les hackers justement. Donc l'idée c'est un peu d'utiliser les outils des hackers pour pouvoir se mettre à leur place et pouvoir un peu les devancer. Donc là c'est Bluehound. Donc du coup c'est un outil, donc voilà, c'est indiqué qui permet l'analyse donc des Annual Active Directory et d'Azure Active Directory, parce que du coup ça fonctionne aujourd'hui aussi depuis peu pour Azure. Donc ça se présente sous la forme d'un graphique et ça permet d'analyser toutes les autorisations que vous avez données sur votre annuaire, tous les groupes imbriqués et pouvoir voir les chemins d'attaque cachés. Donc c'est collecté donc à partir d'Active Directory et Azure AD et c'est stocké dans une base de données qui s'appelle Neo 4J Database, donc c'est de l'Oracle en fait, c'est de la base de données Oracle. Et par contre, du coup, ça s'installe sur un serveur. Alors donc ça fonctionne soit sur du serveur, vous pouvez installer ça sur du Windows, vous pouvez installer ça aussi sur du Linux, sur du Mac. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de règle possible là-dessus. Et donc du coup vous avez une URL et vous vous connectez dessus et du coup vous avez un serveur avec une base de données qui va permettre d'enregistrer toutes les informations de votre Active Directory dans cette base. Et là sur la droite on peut voir en fait donc ça cartographie tous vos toute votre Active Directory et la gestion d'utilisateur. Donc là pour aller vite, alors c'est un exemple de notre confrère donc Sylvain Cortès qui fait beaucoup de démonstrations sur ce sujet. Donc là, il montre l'exemple d'un utilisateur qui s'appelle Dark. Et donc le Dark, il a les droits d'administration sur la machine Windows 2016 US 02. Et en fait, on se rend compte que le compte root a déjà ouvert une session sur la machine Windows 2016 en fait. Ce qui fait que le root est membre du domaine admin, donc il suffit juste donc le fait d'être membre administrateur du serveur Windows 2016 permettre d'utiliser des outils comme Mimikatz et de pouvoir en fait lancer des attaques et récupérer les informations des comptes. Voilà. Donc cet outil-là est vraiment très bien et du coup ça vous permet aussi de voir que vous avez des soucis sur vos délégations et de voir aussi que des gens se connectent à des comptes à fort privilège sur des contrôleurs de domaine en direct. C'est pour ça que j'essaye d'imposer un peu des systèmes d'exploitation core pour pouvoir dissuader les gens de se connecter sur ces serveurs avec des comptes trop forts, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est des outils gratuits. Alors je pourrais passer beaucoup de temps, on pourrait faire des démos, etc. Aujourd'hui on n'a pas vraiment le temps, mais si c'est des sujets qui vous intéressent, on pourrait monter des sessions sur ce genre d'outils. Après il y a pas mal de vidéos sur le sujet, que ce soit côté Microsoft, que ce soit côté Metis, que ce soit côté sur les Identity Day aussi, ils avaient fait des démonstrations sur le sujet, donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses sur le net. Voilà. Donc il y a des outils, là, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'outil que nous aussi on utilise qui s'appelle Alcide, qui permet, alors c'est un outil payant, donc, mais qui permet aussi de faire ce genre de choses, de cartographier, de voir toutes les failles, de voir les alertes de brute force, les problèmes de mots de passe, etc., etc. Voilà. Donc cet outil est très répandu sur le marché. Voilà, j'avais rajouté une slide qui expliquait, alors celui-là on le retrouve partout, on le retrouve sur le site d'Alcide, toutes les techniques en fait pour un hacker pour pouvoir lancer une attaque sur un poste de travail, etc. Via phishing, l'injection des malwares, etc. Donc la même chose, ce scénario-là est bien décrit dans notre vidéo côté Metis et Alcide sur donc les différentes sur la démonstration tout simplement de ce scénario-là. En fait, c'est marrant parce que du coup, moi, je vois la clé USB parce qu'en fait, on parle de scénario d'attaque du post-travail via le phishing, etc. Mais il faut savoir que les attaques, c'est aussi humaine, c'est-à-dire que c'est facile aussi ce qui se passe. Alors, j'ai un exemple. Il y a des sociétés qui demandent des attaques, des pentests, des tests d'intrusion chez eux. Et ce qui se passe souvent, c'est que du coup, les gens qui font ces tests-là vont dire je vais intervenir un jour, mais je vous dirai pas quand. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les premiers trucs qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre sur un parking des clés USB par terre.
Et ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est que les gens ramassent ces clés USB et vont commencer à les utiliser sur leurs ordinateurs, etc. Donc ça, c'est les premiers tests. Donc c'est bien avant le phishing, en fait. Donc ça existe vraiment. Et du coup, l'objectif, normalement, c'est que les gens ramènent ces clés USB à leur DSI, en fait, à leur responsable informatique. Mais apparemment, dans la moitié des cas, les gens vont tester une première fois pour voir ce que c'est. C'est une clé USB, c'est intéressant, peut-être qu'il y a des trucs, et c'est là que le virus se met en place. Sinon, les testeurs arrivent à rentrer par des portes dérobées, c'est-à-dire que les personnes vont se mélanger avec des gens à la pause cigarette ou des choses comme ça, et vont rentrer par une porte dérobée pour pouvoir s'installer tranquillement dans un couloir ou parce que dans une entreprise, des fois, il y a des milliers de personnes et on ne sait pas forcément qui fait quoi dans l'entreprise. Donc voilà, donc la personne rentre tranquillement et va positionner son petit Raspberry ou son petit matériel derrière un, je sais pas, un copieur ou se positionner sur le réseau tranquillement avec son ordinateur et va pouvoir lancer des attaques. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération dans votre risque de sécurité Active Directory. Voilà, c'était juste un petit aparté. J'essaie d'aller vite parce que c'est vrai que le temps nous est compté. Voilà, donc là, un sujet très important. Donc là, on va parler donc, de tout ce qui est sauvegarde et PRA. Donc les deux vont ensemble, hein, bien évidemment. Parce que sans sauvegarde, il n'y a pas de PRA. Donc voilà, moi, ce que j'imagine souvent chez les clients, en fait, déjà pour les sensibiliser et surtout pour les rassurer, parce que maintenant, aujourd'hui, il faut vraiment se préparer à ce que l'on se fasse attaquer. Donc, il y a plusieurs points à prendre en considération dans votre sauvegarde et dans votre PRA. Donc, bien évidemment, il faut avoir un scénario de PRA de sauvegarde. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier en amont, bien évidemment, parce que c'est pas le jour J, quand tout arrive, que c'est là qu'il faut se remettre en question, parce qu'il est déjà trop tard. Donc, les questions qu'on doit se poser, c'est comment je sauvegarde ? Comment j'externalise? Est-ce que j'externalise vers Azure? Est-ce que j'externalise vers un autre data center que j'ai à côté? Comment je sécurise? Et surtout, le jour où il arrive des choses, comment je restaure? Voilà, donc ça c'est important. C'est très important. Avoir un plan de crise. Comment je gère la crise si demain on est attaqué? Comment est-ce que je dois ouvrir des groupes spécifiques? Est-ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à ce qu'a vécu Altran? Comment on communique? Il y a des sociétés qui communiquent publiquement parce qu'ils ont attaqué, etc. D'autres qui ne le font pas. Comment on communique en interne? Voilà, donc ça c'est des points très très importants qu'il faut prendre en compte dans votre scénario. Ensuite, la mise en place d'un PRA, ça passe par des choses qui doivent être supportées par Microsoft, parce qu'il faut être conscient que le jour où il y a un souci, on va devoir faire appel à Microsoft, on va devoir faire appel à l'ANSI, on va peut-être devoir faire appel à Metis pour donner un coup de main, parce que c'est compliqué, c'est stressant. Et tout de suite, ce que va demander Microsoft, tout de suite, ce que va demander l'ANSI, c'est est-ce que le PRA que vous avez mis en place, est-ce qu'il est supporté comme c'est décrit dans telle documentation? Est-ce que vous l'avez testé, etc. L'ANSI va vous dire exactement la même chose. Est-ce que vous avez respecté les prérequis? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Et par exemple, ce que supporte Microsoft, c'est mettre en place un PRA virtuel. Donc si vous avez que des contrôleurs de domaine physique, ça peut être compliqué à restaurer. Donc ce qui est recommandé, c'est de mettre en place un PRA virtuel, par exemple sur Hyper-V, etc. D'installer des contrôleurs de domaine là-dessus et de les sauvegarder pour pouvoir les restaurer facilement. Ce qui est très important aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est de chiffrer les sauvegardes. Ça, c'est devenu très 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 important, puisque aujourd'hui on voit, ils essayent de crypter un maximum de choses. Donc si vous avez des sauvegardes Active, c'est très bien, mais si elles sont chiffrées, ça sert à rien. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier via soit les outils tout simples de Microsoft, BitLocker et compagnie, ou soit via des outils payants qui peuvent plus vous rassurer, ou peu importe. Mais en tout cas, il faut vraiment étudier ce genre de choses, et c'est pas forcément, et c'est vrai aussi pour autre chose qu'Active Directory. C'est vrai pour tous vos autres serveurs, c'est vrai pour tous vos environnements cloud, si vous faites de l'Azure, etc. C'est exactement la même chose. Il faut vraiment travailler sur ce sujet-là.
Dans l'idéal aussi, c'est d'avoir un environnement de test pour pouvoir tester vos sauvegardes. Alors déjà, pour tester aussi les changements, de plus en plus, alors tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un environnement de pré-prod ou de recettes pour pouvoir tester de la sécurité, tester des GPO avec des activations de tels protocoles, etc. Mais par contre, c'est quand même intéressant de savoir est-ce que ce que je sauvegarde, je suis capable de le restaurer, et est-ce que je suis capable de remonter mon Annual Active Directory et pouvoir restaurer l'ensemble de mes contrôleurs de domaine. Donc ça, c'est quand même très important. C'est très important de le faire aussi quand vous entamez des migrations. C'est exactement la même chose. Hein. Si vous migrez, est-ce que je suis capable de restaurer avant de migrer? Ou auquel cas, oh là, je prends pas de risque. Je préfère qu'on mette tout d'équerre, que tout soit bien configuré et qu'on arrive à restaurer, que tout soit bien documenté, et après on enclenche la migration. Voilà. Et donc c'est la même chose pour votre sécurité Active Directory. Voilà. Pour sauvegarder tout ça, vous avez des outils qui sont simples. Alors Microsoft, bien évidemment, va recommander les outils internes, les outils Windows Backup, que vous pouvez coupler avec Vim Backup pour avoir plus de sauvegarde, etc. Donc, parce que c'est les trucs qu'on revoit souvent en entreprise, ou des outils comme Avamar, etc. Donc déjà, vous avez un outil qui est Windows Backup qui est supporté par Microsoft pour pouvoir restaurer votre Active Directory. Ça marche très bien. Donc voilà, donc c'est un outil que vous avez déjà sur votre écosystème et que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas d'autres outils pour pouvoir le faire. En fait. Donc là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc ce qui est important, c'est de documenter l'intégralité de votre Opera, et ça c'est primordial en fait, parce que c'est la documentation que vous aurez tout de suite pour pouvoir restaurer, tester, etc. Pour aller le plus vite possible, pour pouvoir être en confiance, etc. Et de pouvoir le jouer tous les ans et de le faire valider par les équipes de votre DSI. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit schéma de principe un peu pour expliquer du coup une idée que je pourrais avoir chez des clients pour sécuriser. Donc là, le principe, c'est que là, on est dans une zone, on va dire, qu'on appelle PRA, où là, on a un serveur physique qui est un serveur qui est un hyperviseur Hyper-V, et dessus est installé 2 contrôleurs de domaine, DC1, DC2, donc qui sont les contrôleurs de domaine qu'on appelle PRA, qui sont dans une zone Active Directory, on va dire, avec un sous-réseau spécifique, on va dire, Opera. Et l'idée, c'est de dire toutes les sauvegardes que l'on va faire, on va les mettre en place sur ces DC-là. On va donc les copier, on va les mettre, donc on va chiffrer notre VHDX, l'objectif avec BitLocker. Donc c'est un exemple. Hein, après, je ne rentre pas trop dans les détails parce que je ne connais pas forcément les environnements des clients. Donc là, c'est vraiment une idée générale. Donc l'idée, c'est de chiffrer nos VHDX et ensuite de les copier dans une zone qui sera sécurisée sur un serveur backup, mais qui sera dans une zone qui ne sera pas on va dire, qui sera dans l'infrastructure, mais dans une zone un peu sécurisée, etc. Et qui ensuite sera sauvegardée vers un stockage externe avec un utilitaire. Alors j'ai mis Vim, encore une fois de plus, ça peut être d'autres outils de sauvegarde, donc dans une autre salle, alors là j'ai indiqué Azure, ça peut être dans Azure, ça peut être dans un blob, ça peut être, voilà, mais l'idée c'est vraiment de sauvegarder et d'externaliser dans une zone, et surtout de pouvoir récupérer facilement cette sauvegarde sans être dépendant d'Active Directory, parce que le problème c'est que si votre outil de sauvegarde il est dépendant de l'Active Directory, donc ça c'est quelque chose qu'il faut étudier, hein. Il y a des choses qu'on peut faire. Si votre outil de sauvegarde il est dépendant de votre Active Directory, effectivement, s'il ne trouve pas l'Active Directory, il ne pourra jamais restaurer. Donc en fait l'idée c'est ça, c'est d'essayer de s'affranchir, d'essayer de sauvegarder de manière chiffrée vos informations, votre Active Directory, et de pouvoir le restaurer facilement dans Azure ou sur un hyperviseur standard qu'on aura reconstruit dans la zone voulue. Voilà. Donc ça, c'est des choses que nous, on propose chez Metis, avec des clients qui disent non, nous, on veut que ce soit dans un autre data center qu'on a. D'autres disent non, nous, on veut que ce soit dans Azure, parce que si on a un problème, peut-être qu'on voudra les monter dans Azure, etc. Ou alors, on veut des scénarios de PRA directement entre notre Active Directory et Azure, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles à faire, etc. Et c'est assez demandé. Voilà. Donc un peu pour résumer, en fait, pour le scénario du PRA, c'est ce qu'il faut faire en amont, bien évidemment, c'est je dois préparer mon PRA
Je dois le configurer, bien évidemment. Je dois configurer mes sauvegardes, mais ça, c'est même avant le PRA. Hein, c'est quelque chose que vous devez faire. C'est les choses où on doit être attentif. Donc, configurer sauvegarde. Donc, documenter le PRA, ça, c'est essentiel. Documenter comment on met en place son PRA, quels sont les impacts, comment je le rejoue, comment je l'externalise, comment je gère la crise, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est des notions, encore une fois de plus, qui s'appliquent eh bien, partout dans votre écosystème. Voilà. Donc j'essaie d'aller assez vite quand même, parce que du coup, on n'a qu'une heure, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut discuter, qu'on pourrait approfondir, etc. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, et surtout si vous avez des besoins ou à nouveau des présentations sur des sujets spécifiques, que ce soit sur Azure aussi, hein, sur la gouvernance Azure, sur la gouvernance de la sécurité dans Azure, sur Active Directory, etc. S'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut intervenir et surtout aussi échanger, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Franck. Il y a 3 questions. Je les ai publiées dans les questions et réponses sur les événements en direct. Je ne sais pas si tu peux les voir. Ouais. Alors la première question, c'était d'Alissa. Il existe des outils open source avec une documentation et une communauté correcte qui permettent de mettre en place une analyse de détection d'événements, que ce soit Azure. Donc là, du coup, la question, c'est plus côté open source, en fait. Alors, oui, tout à fait. Donc ça, c'est la question, en fait, c'est la question qui revient souvent. Il y a des sociétés qui font beaucoup d'open source et qui ils font de Microsoft parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Alors après, c'est chacun. Et donc, ils utilisent effectivement des outils. Alors, je ne connais pas tous les noms, etc. Parce que des fois, c'est des choses que j'apprends sur le tas. Mais bien évidemment, il existe des outils qu'on peut utiliser. Là, j'ai un client, là, il souhaite utiliser ces outils open source et effectivement, c'est possible. Alors, si je prends les outils de supervision, par exemple, je connais un peu plus tout ce qui est Zabbix, etc. Pour superviser l'infrastructure, c'est des choses qu'on nous demande, que ce soit côté Azure ou côté infrastructure on-premise, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut savoir s'adapter aujourd'hui parce qu'il y a plein de briques différentes, donc il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère que je réponds parce que j'essaie de comprendre. Une question de quelqu'un qui dit quel est le risque de se connecter en RDP sur un DC. Alors, le risque, en fait, c'est que la plupart du temps, il y a des gens en plus qui se connectent sur des DC et qui ne déconnectent pas leur session. Donc en fait, en gros, globalement, hein, on pourra faire aussi un truc sur le sujet. Il y a beaucoup, je pourrais vous envoyer les liens, etc. Il y a beaucoup de documentation là-dessus. Du coup, l'idée, le problème, c'est d'exposer en fait son hash de mot de passe dans la base de registre de votre contrôleur de domaine en fait. Et voilà, c'est pour ça que c'est déconseillé d'utiliser des comptes à fort privilège et en plus de se connecter sur les contrôleurs domaine parce que c'est une porte d'entrée assez importante pour les hackers. Et là, quelqu'un qui se connecte sur en RDP sur un contrôleur domaine va pouvoir facilement récupérer le hash de mot de passe et de récupérer ce compte-là et de pouvoir l'utiliser tranquillement et ensuite s'amuser. Voilà. Donc c'est pour ça il faut surtout pas, il faut au maximum utiliser des stations sécurisées ou des serveurs d'administration sécurisés, ne jamais se connecter sur un contrôleur domaine. C'est vraiment sauf en mode crise, etc. Bien évidemment. Mais il n'y a aucun intérêt, aucun sens de se connecter sur un contrôleur de domaine. On a tous les outils possibles pour pouvoir administrer votre annuaire, etc. Alors après, ça passe des fois par des choses un peu plus complexes. Mais voilà, bon, si j'ai une première recommandation, c'est ne vous connectez jamais sur vos contrôleurs de domaine. Et voilà. L'autre question, en tant que spécialiste Active Directory, que pensez-vous de l'intérêt des audits Microsoft On-Demand Active Directory afin de protéger notre AD? Alors ça, moi je connais pas trop. Microsoft On-Demand, Active Directory Security Assessment, disponible dans le service Hub Microsoft. Ouais, alors là, je peux pas vous répondre. Je l'ai pas utilisé pour tout ce qui est audit, etc. Moi, je passe pas par là. C'est quelque chose que je pourrais répondre. Je vais me renseigner. Par contre, effectivement, j'ai pas cette info-là. Je vais essayer de me renseigner. J'ai pas cette info. Très bien. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions, donc on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Franck,
pour la présentation. Merci à tous. Merci Audran et merci Laurent pour votre intervention également. Et merci à vous d'être venus et d'avoir participé à ce webinaire et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.